La grille du couvent s'ouvre dans un grincement lent. Et Jeanne, 17 ans, fait un pas dehors. Après des années de silence, de prière, d'obéissance et de murs blancs dans un couvent, elle goûte pour la première fois ce qui ressemble à la liberté. L'air sent la terre mouillée. La pluie tombe doucement, une pluie d'été, une pluie douce qui n'effraie personne. Jeanne lève le visage et sourit. La liberté a l'odeur de l'herbe fraîche et la saveur d'un monde qui recommence. Son père l'attend, radieux, le baron du Pertuis. Un homme solide, un peu brusque peut-être, mais tendre comme on l'est devant ce qu'on aime vraiment. La météo ne décourage pas Jeanne, qui veut pas repousser le moment du départ. Elle convainc sa mère et son père, et s'est serrée entre ses parents qu'elle regarde défiler les chemins normands, les talus couverts de mousse, les haies vives qui frémissent sous la pluie. Chaque paysage est un souvenir, chaque arbre un repère. Elle redécouvre son monde, comme si elle l'avait laissé hier. Quand la voiture atteint enfin le domaine, le cœur de Jeanne se serre, mais de bonheur. Le château est toujours là. Les grands escaliers, le jardin où elle courait enfant, les falaises au loin, silhouettes de géants veillant sur la mer. Elle traverse les pièces presque en courant. Sa chambre, intacte. Les meubles clairs, les rideaux qu'elle connaissait par cœur, l'odeur du bois ciré. Tout lui semble trop beau, trop vaste, trop libre. Jeanne respire. Elle respire vraiment. Et dans cette respiration, il y a un peu de tout. L'enfance qu'elle quitte, la vie qu'elle attend, l'amour qu'elle imagine, la douceur qu'elle croit éternelle. Le monde lui ouvre les bras et elle s'y jette sans crainte. Et Jeanne rêve. Elle rêve d'un avenir simple, lumineux, rempli de promenades, de soleil, d'élan de cœur. Elle rêve d'aimer, elle rêve d'être heureuse. Et elle y croit. Absolument. Naïvement. Comme seuls les cœurs très purs savent y croire. Mais ce que Jeanne ne sait pas, et ce que Maupassant, lui, sait déjà, c'est que dans toute cette existence, elle ne sera jamais plus heureuse qu'en cet instant précis. Une vie est un texte qui paraît en 1883. C'est le premier roman de Maupassant, et pourtant, tout y est déjà. La finesse du regard, cette façon d'illuminer la moindre scène, et en même temps d'y laisser filtrer une ombre discrète, presque imperceptible. Il a ce don de raconter des existences ordinaires et de leur donner une profondeur universelle. Maupassant ne présente pas ici une grande fresque héroïque. Il écrit la vie telle qu'elle est, avec ses élans, ses maladresses, ses illusions. Il juge pas, il force rien, il observe, simplement. Et ce qu'il observe devient vrai, parfois brutalement vrai. Et toujours avec une élégance qui empêche la dureté de devenir écrasant. Dans Une vie, il raconte le destin d'une jeune femme normande, Jeanne, 17 ans, pleine d'espoir, d'innocence et de certitude. Un destin qui pourrait paraître banal, presque trop simple, mais que Maupassant transforme en miroir. Celui de tous nos élans déçus, de nos rêves trop grands, et de cette réalité qui ne correspond jamais exactement à ce qu'on avait imaginé. Et parce que Maupassant a le génie des phrases limpides, de celles qui paraissent évidentes mais ne quittent plus la mémoire, je voudrais vous en partager une qui représente bien le début de ce roman. Et elle se mit à rêver d'amour. L'amour. Il l'emplissait depuis 2 années de l'anxiété croissante de son approche. Maintenant, elle était libre, libre d'aimer. Elle n'avait plus qu'à le rencontrer, lui. C'est simple, presque transparent. Et pourtant, tout est là. L'élan, la naïveté, l'innocence, l'envie d'amour, l'envie d'une vie heureuse. Le point de départ de tout ce qui va suivre est beaucoup plus tard, après bien les épreuves, une autre phrase répond à la première. La vie, voyez-vous, ce n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. Entre ces 2 citations, c'est tout le roman qui s'étire. Un trajet entre l'attente et la lucidité, entre l'enchantement et le retour au réel. Alors dans cet épisode de Brume littéraire, on va suivre Jeanne, pas à pas. On va s'attacher à elle, s'émerveiller avec elle, et parfois se heurter au monde avec elle. Parce que ce texte, Une vie, contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, c'est pas un roman sur la banalité. C'est un roman sur ce qui arrive quand un cœur trop pur rencontre le monde. Mais revenons maintenant à la propriété des peuples. À ce moment où tout commence encore bien, et où Jeanne, sans le savoir,
touche du doigt le dernier instant véritablement innocent de sa vie. Lorsque Jeanne revient au peuple, elle a 17 ans. Et une certitude intime, le monde est enfin à elle. Le couvent lui paraît déjà lointain, comme un rêve essoufflé. Et la maison familiale l'accueille avec une douceur presque irréelle. La grande bâtisse blanche, au bord de la falaise, n'est plus seulement une demeure. C'est un refuge, un territoire enchanté où chaque pierre porte un souvenir d'enfance. Les jardins s'étendent comme un pays sans fin. La mer respire lentement au pied des falaises éternelles et indifférentes. Les pommiers ploient sous le vent. Et Jeanne, qui sort à peine de l'adolescence, traverse ce paysage comme on traverse un poème. Elle retrouve le chien de la maison, les vieux serviteurs, la chambre lumineuse où elle a grandi, les chemins creux et encore mouillés depuis. Tout la comble d'un bonheur absolu, presque naïf, mais d'une sincérité bouleversante. Les journées s'écoulent avec une lenteur parfaite. On lit, on brode, on se promène, on discute avec le père, enthousiaste et tendre. On écoute la mer depuis la fenêtre ouverte. Jeanne se sent renaître, habitée par cette ferveur silencieuse, des premiers jours d'une liberté enfin retrouvée. Et dans cette paix immense, un désir s'éveille, celui de l'amour. Un amour lumineux, simple, droit, celui que les jeunes filles de la littérature imaginent lorsqu'elles n'ont encore rien vu du monde. Et c'est alors qu'il apparaît. Julien, le vicomte de La Mare. Un jeune homme élégant, mesuré, au sourire un peu trop étudié peut-être, mais dont la présence semble aussitôt modifier la lumière du paysage. On parle de lui depuis quelque temps dans la région. Un esprit vif, un chevalier un peu mélancolique, un aristocrate qui s'ennuie dans sa solitude. La première rencontre est brève, presque anodine. Un échange de politesse à la sortie de la messe. Une invitation lancée par politesse aussi. Mais Jeanne, elle, sent déjà quelque chose se déplacer en elle. Cette vibration infime qui précède les émotions importantes. Et alors, les visites de Julien se multiplient. On se promène à cheval dans les chemins vallonnés. On parle de tout et surtout de rien. Du vent, des voyages, des falaises qu'il connaît par cœur. On se surprend à rire pour des détails, à attendre le lendemain pour retrouver une conversation interrompue trop tôt. Une vraie complicité naît lentement, sans heurts. Jeanne découvre dans ce jeune homme un mélange de retenue et d'assurance qui la trouble. Tout semble facile, tout semble juste. Il a le geste élégant, la parole douce. Il écoute Jeanne avec cette attention qui est, à 17 ans, la forme la plus évidente du bonheur. Et un jour vient l'instant suspendu. Une sortie en mer. Le ciel est clair, la mer docile. Et le bateau, tout décoré de rubans, avance lentement, comme s'il glissait sur du verre. Les falaises s'ouvrent autour d'eux, massives et blanches, tandis que le vent, léger, gonfle à peine les voiles. Au milieu de ce décor, presque surnaturel, Julien la regarde, hésite une seconde et lui demande sa main. Pas de grand discours, juste cette simplicité magnifique qui, parfois, accompagne les moments destinés à devenir des souvenirs immuables. Jeanne accepte, sans réserve, sans peur, sans un instant de recul. Le monde entier se resserre alors autour d'eux, comme pour sceller cet accord silencieux. Dans son cœur, une phrase s'imprime, une certitude douce. Le bonheur existe, elle vient de le toucher. Et c'est à cet instant précis, rien ne trouble la lumière. Tout semble trop beau, trop délicat, trop parfaitement accordé pour ne pas durer. Mais Maupassant, lui, sait déjà. Et nous laisse simplement profiter de cette clarté fragile, de cet espoir immense, avant que la première ombre ne se pose sur l'horizon. La nuit de noces. Dans les romans qui ont bercé l'imagination de Jeanne, c'est un moment d'abandon, de douceur, presque un éblouissement. Mais la réalité n'a rien de tout ça. Julien la rejoint d'un pas assuré, presque pressé. Jeanne tremble, ne comprend pas et se laisse faire. Maladroite, effrayée, pudique, et lorsqu'elle s'éveille un peu plus tard, la chambre lui paraît trop grande, trop silencieuse. Rien de ce qu'elle avait imaginé ne s'est produit. Elle se sent pas femme, elle se sent déplacée, comme si quelque chose venait de se fissurer, sans un bruit. Mais sans qu'elle ait le temps de se poser de questions, le voyage en Corse commence, et Jeanne s'accroche à la beauté du monde,
La mer turquoise, les montagnes abruptes, les odeurs de myrte et de sel. Elle découvre une nature sauvage, presque enivrante. Et dans cette lumière, elle retrouve un peu de ce qu'elle pensait avoir perdu, lors de cette nuit qui fut moins belle qu'espérée. Un jour, au détour d'un sentier, Julien l'enlace. La nature est superbe, le soleil bascule lentement derrière les collines. Et dans ce décor grandiose, Jeanne découvre, enfin, le plaisir des sens. Elle se sent vivante, aimée, désirée. Elle se dit, voilà, c'est simplement le temps d'apprivoiser le bonheur. Et pendant quelques jours, elle y croit. Vraiment. Mais voilà, très vite, Julien change. Tout devient calcul. Le prix des pourboires, le coût des repas, la manière de dépenser le moindre sou. Il recompte les pièces, s'agace pour des vétilles, surveille chaque geste. Et un soir, Julien lui demande de l'argent, que ses parents lui ont donné avant le départ. Jeanne le lui confie sans réfléchir, par confiance, par innocence, peut-être par amour. Mais quelques jours plus tard, quand elle lui demande simplement de quoi faire un achat modeste, il ne lui rend qu'une petite somme, sèchement, et il ajoute « ne le gaspille pas ». C'est la première fois que Jeanne ressent une pointe de douleur. Mais elle ne se l'avoue pas encore. Elle veut croire que Julien est fatigué, préoccupé, que les hommes, parfois, ont l'esprit ailleurs. Elle se répète que ce n'est rien, qu'elle ne doit pas être exigeante. Alors elle regarde la mer pour étouffer ce malaise. Elle se raccroche au paysage, aux promenades, à la lumière. Et ici, au milieu de ces montagnes, Maupassant déploie l'un de ses plus beaux talents. Montrer la splendeur du monde, même quand le cœur commence à se serrer. Ce qu'il décrit, c'est une nature qui est superbe. Tout autour d'eux, la vie respire, vibrante et généreuse. Et Jeanne, dans cette beauté, tente d'y voir un signe, un encouragement, quelque chose qui lui dirait que l'amour peut encore grandir. Elle ferme les yeux, soupire, et comme tant de jeunes femmes avant elle, elle se convainc que le bonheur est une question de patience. Elle a seulement besoin d'y croire un peu plus fort. De retour à la maison, la demeure a retrouvé son rythme lent. Jeanne essaye de s'y adapter, de remplir ses journées comme elle peut. Un peu de lecture, des promenades, des conversations polies. Julien, lui, s'est déjà éloigné. Il passe du temps dehors, s'occupe des comptes, parle l'affaire avec une froideur presque professionnelle. Et dans la maison, une autre présence change peu à peu d'allure, Rosalie. Rosalie est la sœur de lait de Jeanne, sa confidente d'enfance, celle qui a toujours été là, simple, solide, bienveillante. Mais depuis quelques semaines, quelque chose a bougé. Elle parle moins, elle détourne le regard, elle semble peser ses mots, cacher ses émotions. Et un soir, prise d'une douleur brutale, Rosalie s'effondre. Elle accouche dans le secret le plus total. Jeanne, bouleversée, essaye de l'aider. Elle pose des questions qu'on pose par instinct. Qui est le père ? Pourquoi n'avoir rien dit ? Pourquoi seule ? Mais Rosalie se referme, se crispe, ne répond pas. Et Jeanne, dans cette omerta soudaine, fait encore croire qu'il y a là une histoire triste mais banale. Qu'un garçon du village, qu'un ouvrier, qu'un étranger de passage. Elle cherche toutes les explications, sauf la vraie. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison devient étrange. Rosalie évite Jeanne. Julien semble nerveux. Et Jeanne, elle, flotte dans une sorte d'inquiétude sourde, sans forme, qui la suit comme une ombre. Jusqu'à ce soir-là. Jeanne appelle Rosalie. Aucune réponse. La jeune femme, fragile, fébrile, descend le couloir en espérant trouver quelqu'un. Et presque machinalement, elle pousse la porte de la chambre de Julien. Une seconde. Juste une seconde. La bougie éclaire 2 silhouettes. Rosalie, dans le lit. Julien, à ses côtés. Un geste, un drap, un regard qui se lève. Et tout s'écroule. Jeanne ne crie pas. Elle ne parle pas. Elle se retourne et s'enfuit dans la nuit. Dehors, l'air est glacé. Le vent fouette son visage. Elle marche sans voir, trébuche, s'enfonce presque dans la terre humide. Pendant un long moment, elle pense que tout serait plus simple si elle ne revenait pas. Mais quelque chose la retient, une image, une voix, ses parents. Alors elle s'effondre dans l'herbe, en larmes, jusqu'à ne plus sentir le froid. Je fais une petite pause dans le récit d'une dizaine de secondes pour vous remercier. Merci pour votre temps, merci pour votre écoute, merci de partager ces voyages littéraires avec moi.
Si vous aimez ces épisodes, une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée aide énormément Brume Littéraire à toucher de nouveaux auditeurs et des nouvelles auditrices. Merci du fond du cœur, et maintenant, on retourne à Jeanne. Les jours suivants disparaissent dans un délire. Fièvre, vertige, cauchemar, Jeanne flotte, ne sait plus où elle est. Et quand elle revient enfin à elle, ses parents sont à son chevet. Rosalie aussi. Et la vérité, entière, inexorable, tombe comme une pierre. Julien la trompait depuis son arrivée, depuis le premier jour. Rosalie était sa maîtresse avant même le mariage. L'enfant, c'est celui de Julien. Tout ce que Jeanne croyait solide, l'amour, la fidélité, la maison, le mariage, se fissure en un instant. Et c'est ici que Maupassant place l'une de ses premières grandes leçons. Non pas une leçon de morale, mais une leçon intime. C'est la première fois que Jeanne découvre que l'amour peut aussi humilier, que la douceur n'immunise pas contre la trahison, et que parfois, le cœur le plus pur est aussi celui qui souffre le plus. Après l'affaire Rosalie, Jeanne n'est plus la même. Elle avance dans une maison comme une ombre qui cherche un endroit où reposer son cœur. Julien, lui, n'a rien changé. Peut-être même qu'il s'est endurci. Il devient attentif à ses vêtements, soigneux, presque élégant d'une manière nouvelle. Et maintenant, une autre femme entre dans leur vie. Madame Gilberte Fourville. Gilberte est belle, vive, chaleureuse. Une femme que Jeanne admire, d'un regard innocent comme on admire ce qu'on n'est pas. Julien, lui, la regarde autrement. Et très vite, Jeanne comprend. À nouveau, sans cri, sans scène, sans explication, elle voit. Elle voit leurs regards, leur silence complice, leurs arrivées décalées. Elle voit ses propres mains trembler quand elle sert la tasse de thé, mais elle ne dit rien. Elle se tait parce que parfois, le silence est la seule dignité qu'il reste. Et c'est dans ce silence que ses parents reviennent, un jour, au peuple. Jeanne les attend sur le perron. Et quand elle aperçoit sa mère, son cœur se serre. Autrefois rayonnante dans sa douceur maladive, a vieilli d'un seul bloc. Son visage semble s'être affaissé. Sa démarche hésite et tout son corps parle d'une fatigue silencieuse qu'elle n'a jamais exprimée. Jeanne la regarde et comprend tout de suite. Quelque chose est en train de lui être retiré. Les jours suivants ne sont qu'inquiétude. Un soir, on l'appelle en urgence. Jeanne s'élance. Sa mère est là, pâle, immobile, le souffle presque absent. Elle meurt avant même que sa fille ne trouve les mots. Tout vacille. La maison, Jeanne, le monde. Elle passe la nuit à veiller ce corps aimé, cette mère qu'elle n'a pas su protéger, qu'elle n'a peut-être pas assez comprise. Et au milieu de la nuit, sans savoir pourquoi, elle ouvre son coffre à reliques et fait une découverte inattendue. Elle y trouve des lettres d'amour, des preuves d'une liaison ancienne, la liaison de sa propre mère avec un ami de la famille. Une passion cachée, un secret jamais évoqué. Ce qu'elle croyait éternel, loyal, immaculé, ne l'était pas. Jeanne reste immobile, les lettres tremblent dans ses mains. Elle ne connaît même pas l'homme qui s'y dévoile. Sa mère, son modèle, son refuge, apparaît soudain comme une femme de chair, de désir, de faiblesse. Comme toutes les autres. Alors elle brûle les lettres, non par colère, mais parce qu'elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne veut pas haïr, elle ne veut pas juger, elle veut seulement oublier ce qu'elle vient de comprendre. Que même les êtres qu'elle croyait parfaits sont traversés par les failles du monde. Depuis Julien, elle avait appris que l'amour peut trahir. Avec sa mère, elle découvre que même ceux qu'on adore ne sont jamais entièrement ce que l'on croit. Et c'est peut-être la désillusion la plus douce, mais aussi la plus profonde. Celle qui ne détruit pas, mais qui marque pour toujours. Puis un jour, dans la douleur et la lumière, Paul arrive. Le petit garçon minuscule, fragile, posé dans les bras de Jeanne comme une révélation. Elle a tout perdu, tout traversé, tout encaissé. Mais devant ce visage neuf, son cœur s'ouvre à nouveau. Elle l'aime immédiatement, d'un amour total. D'un amour qui dévore, qui répare, qui remplace. Il devient son refuge, son horizon, sa raison. Et avec lui, elle retrouve une forme de bonheur. Un bonheur presque animal, instinctif, sans réflexion.
Elle le serre contre elle, l'enveloppe, lui parle sans cesse. Et elle lui donne ce qu'elle-même a perdu, une sécurité absolue. Paul devient son centre. Le monde n'existe plus autour. Il n'y a que cet enfant. Cet enfant qui la regarde avec une confiance que personne, jamais, ne lui a donnée. Et peut-être qu'elle l'aime trop. Maupassant le suggère doucement. Cette fusion qui devait la sauver devient un cocon trop serré. Étouffant. Paul ne marche pas, il est porté. Il ne choisit pas, elle choisit pour lui. Il grandit dans la douceur, mais aussi dans l'exemption. Pas de règles, pas de contraintes, pas de limites. Et alors oui, il devient capricieux, puis exigeant, puis indifférent. L'enfant que Jeanne adorait sans mesure ne sait pas lui rendre cet amour. Il prend toujours, sans voir l'effort, sans comprendre le sacrifice. Les années passent et Paul s'éloigne, géographiquement, affectivement, moralement. Il devient un adolescent imprécis, puis un jeune homme ingrat, absent, qui ne revient que pour demander de l'argent. Alors parfois, Jeanne reste seule dans sa chambre, les mains serrées, le souffle court. Et une question, une seule, lui traverse l'esprit, une question qu'elle n'ose même pas formuler. Vais-je lui aussi le perdre ? Parce que l'amour de Jeanne, c'est un amour qui s'accroche, un amour qui ne veut pas mourir. Et Paul, sans le savoir, est peut-être la dernière illusion qu'il lui reste. Les années passent, non pas comme des saisons, mais comme une longue nappe grise qui se déroule. Rien de violent, rien d'explosif, juste cette usure douce qui ronge lentement les journées. Au début, il reste le baron, son père, son dernier pilier. Il vieillit bien sûr, mais Jeanne ne veut pas y penser. Jusqu'au matin où il ne se réveille plus. Une attaque silencieuse. La mort polie, presque discrète, comme l'étaient toutes ses colères, toutes ses joies. Alors, Jeanne se raccroche à tante Lison. La douce, la timide, la quasi-transparente tante Lison. Celle qui vivait dans les marges de la famille. Celle qu'on n'a jamais assez regardée, jamais assez aimée, mais qui était là, toujours. Et puis un jour, elle aussi s'éteint. Sans bruit, sans drame, juste elle cesse d'être. Jeanne, au cimetière, s'effondre, au propre comme au figuré. Son corps glisse, ses jambes la lâchent, comme si la terre, sous elle, refusait désormais de la porter. Et pour la première fois de sa vie, Jeanne est réellement seule, sans père, sans mère, sans tante, sans mari, avec un fils lointain, insaisissable. Et c'est une solitude qui hurle pas, c'est une solitude qui s'assoit là, dans un coin de la pièce, et qui attend. Elle accompagne Jeanne partout, dans la maison trop grande, dans les chemins qu'elle n'ose plus parcourir, dans les nuits qui s'allongent. Et c'est à ce moment précis, au plus bas, que la grâce revient, sous une forme inattendue. C'est le retour de l'espoir. Une main qui se tend. Un visage apparaît. Jeanne ne la reconnaît pas tout de suite. Les années ont tracé leurs lignes. Les rides ont creusé leurs sillons. Mais quand elle entend la voix, c'est elle. Rosalie. Rosalie, la sœur de lait. Rosalie, la blessée d'autrefois. Rosalie, trahie elle aussi, mais vivante, forte, droite. Elle a vieilli, elle est devenue femme, mère, veuve. Et elle revient sans reproche, sans amertume, sans rien demander. Les deux femmes passent une nuit entière à parler, à dérouler les années perdues, à poser des mots sur ce qui a été tu, sur ce qui a été fait, sur ce qui a tenu debout malgré tout. Et c'est un moment d'une beauté désarmante, comme si, dans ce roman de désillusion, Maupassant offrait enfin une scène de vraie douceur. Pas le bonheur naïf du début, pas l'enthousiasme aveugle, mais une douceur solide, simple, humaine. Rosalie promet de rester, de prendre soin de Jeanne, de l'aider, de la protéger, comme une revanche tendre sur le passé. Et Jeanne, qui n'a plus personne, laisse cette chaleur l'envahir. Elle ne retrouve pas la jeunesse, elle ne retrouve pas le rêve non plus. Mais elle retrouve quelque chose qu'elle croyait perdu pour toujours. La présence. Avec Rosalie à ses côtés, la vie de Jeanne retrouve progressivement une forme d'équilibre. C'est pas le bonheur, elle l'attend plus vraiment, mais une stabilité tranquille,
une manière de tenir debout malgré tout. Les journées se ressemblent, les gestes sont simples, et dans cette monotonie, il y a aussi la certitude de ne plus être seul. Mais les nouvelles de Paul, elles, ne cessent d'arriver, et jamais pour la rassurer. Au début, c'est que quelques dettes, des petits montants dont elle s'acquitte presque machinalement. Puis viennent les sommes plus importantes, des demandes qui se multiplient. D'abord timides, puis franchement exigeantes. Comme si son fils s'était accoutumé à l'idée que sa mère réglerait toujours ce qu'il ne parvient pas à gérer lui-même. Et avec le temps, ses visites se raréfient. Il revient seulement quand il a besoin d'argent. Et chaque départ laisse Jeanne un peu plus inquiète. Elle paye, elle se prive. Elle emprunte même. Une mère ne met pas de conditions à sa générosité. Mais la réalité, elle, finit toujours par présenter l'addition. Un après-midi, un huissier frappe à sa porte. C'est pas pour Paul qui vient, c'est pour elle. Julien, avant sa mort, avait contracté davantage de dettes que Jeanne ne l'avait soupçonné. Alors, tout se mélange. Les erreurs du mari, les égarements du fils, les années de naïveté qui reviennent comme un écho cruel. Et Jeanne comprend, presque sans surprise, que son château des peuples doit être vendu. Sa maison, sa mémoire, son ancrage depuis l'enfance, tout cela va disparaître. Cette demeure, c'est ce qui lui restait, mais elle n'a pas le choix. Elle doit s'en débarrasser. Le départ se fait sans scène dramatique. Jeanne traverse une dernière fois les couloirs, touche du bout des doigts les murs qu'elle a connus enfant, s'arrête un instant devant la fenêtre d'où elle a tant de fois regardé la mer. C'est une séparation sans éclat, faite de résignation et de tristesse muette. Le domaine n'est plus seulement un lieu, il est une part d'elle-même qu'elle doit abandonner pour continuer à vivre. Une part d'elle dont elle sera amputée à tout jamais. Alors, elle s'installe avec Rosalie dans une petite maison, plus modeste, plus grise, plus étroite, et surtout sans tous les souvenirs que contenait son ancienne résidence. C'est un endroit correct, mais sans âme, où les jours semblent couler sans relief. Jeanne sort de moins en moins, elle s'enferme dans ses souvenirs, comme si les revivre encore et encore pouvait combler ce qui lui manque aujourd'hui. On sent qu'elle glisse vers une lassitude profonde, un effacement lent, une sorte de mélancolie silencieuse. Et c'est alors qu'arrive une lettre de Paul. Il écrit que sa femme a accouché et qu'elle se meurt. Il ne sait pas quoi faire de l'enfant, une petite fille. En tant que lecteur, on voit déjà la prochaine illusion arriver, le prochain drame. Jeanne lit ces lignes et ressent une douleur immédiate, presque familière, comme si la vie, encore une fois, venait chercher en elle ce qui lui reste de force. Elle se met pas en colère, elle se demande seulement comment, après tant d'années, elle en est encore là, à réparer ce que d'autres détruisent. C'est Rosalie qui décide d'agir. Elle prépare un sac, dit à Jeanne de ne pas bouger et part dans le premier train. La nuit qui suit semble interminable. Jeanne tourne dans la maison, écoute les bruits de l'extérieur, ouvre une fenêtre pour respirer. Elle ignore si ce qui arrive est une punition de plus ou la possibilité d'autre chose. Et puis enfin, tôt le matin, elle entend des pas dans l'allée. La porte s'ouvre, Rosalie se tient là, épuisée mais apaisée, un petit paquet emmailloté dans le bras. Jeanne s'avance lentement. Elle tend les mains, surprise de les voir trembler. Et quand elle prend la petite fille contre elle, il se passe quelque chose de presque imperceptible. Un mouvement intérieur, un léger soulèvement du cœur, comme si un souffle longtemps absent revenait soudainement. C'est pas le bonheur retrouvé, mais c'est suffisamment proche pour lui redonner de la chaleur. Elle sent le poids minuscule du bébé, son odeur de lait, cette fragilité qui apaise autant qu'elle bouleverse. Et sans qu'elle ne l'attende, tout ce qui semblait lourd, tout ce qui lui écrasait encore le cœur, devient un peu moins pesant. Rosalie la regarde et lui dit avec une douceur presque maternelle « Elle est pour vous, Madame Jeanne. C'est votre avenir maintenant. » Et Jeanne ferme les yeux. Une larme glisse, sans violence. Non pas de tristesse, de gratitude. Et dans cette vie cabossée, marquée par tant de chutes et de renoncements, il y a soudain quelque chose qui recommence. Quand on referme une vie, on pourrait croire que Maupassant a voulu punir Jeanne, la briser, lui reprendre une à une toutes les illusions qu'elle portait en elle. Mais c'est exactement l'inverse. Il ne la punit pas, il la montre vivante.
Ce que Maupassant raconte, c'est pas la cruauté du monde, même si elle existe, même si elle revient souvent. Ce qu'il raconte, c'est le mécanisme des illusions. Ces espoirs trop grands auxquels on s'accroche, ces images fausses que l'on garde des êtres que l'on aime, ces rêves d'enfance qu'on croit éternels et qui se heurtent un jour à la réalité. Mais dans ce roman, la réalité n'est jamais entièrement sombre, elle est simplement réelle. La vie de Jeanne n'est ni belle ni laide, elle est les deux. Elle traverse les bonheurs trop courts, les chutes trop longues, les déceptions, les deuils, comme chacun de nous. Et pourtant, il reste toujours quelque chose. Un fil, parfois mince, mais solide. Ce fil, chez Jeanne, c'est la tendresse, c'est la transmission, c'est la possibilité, même infime, de recommencer. Une vie n'est pas un roman sur la fatalité. C'est un roman sur le courage silencieux de continuer, même quand rien ne ressemble plus à ce qu'on espérait. Et si Maupassant nous laisse avec un bébé dans les bras de Jeanne, c'est pas pour effacer tout ce qui précède. C'est pour nous rappeler qu'au milieu des naufrages, il existe encore des renaissances possibles, des petites lumières, des secondes chances qui n'ont l'air de rien, mais qui changent tout. Jeanne n'a pas eu la vie dont elle rêvait. Elle a eu une vie imparfaite, cabossée, mais traversée de douceur. Et au fond, c'est peut-être celle-là, la vraie beauté du roman. Et si cet épisode vous a touché, si vous aimez ces voyages dans les grandes œuvres du passé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note, 5 étoiles ou à partager le podcast. C'est ce qui permet à Brume Littéraire de continuer à vivre et de faire découvrir des histoires à d'autres lecteurs, d'autres rêveurs. Merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve très vite pour une nouvelle vie et une nouvelle histoire.